D'abord, nous allons tenter de nous accorder sur les termes. Et le premier, c'est la modernisation. Le fait de moderniser, c'est d'assurer une transition d'un état antérieur que l'on pourrait qualifier d'état traditionnel à un état nouveau, postérieur, que l'on pourrait qualifier d'état moderne. C'est la marche de l'ancien vers le nouveau qui peut être donc analysé comme un moyen, perçu comme un moyen, modernisé, aller vers, mouvement, mais aussi comme un résultat, le produit de ce mouvement, cette transition. Il importe de préciser donc que la modernisation est un moyen, un mouvement, un résultat, un état, ou même une fin. Et c'est pour cela que le mot perspective a sa place en termes d'objectifs à atteindre, en termes d'horizon à se fixer en ce qui concerne le secteur de la justice. De préciser encore que, en tant que moyen, la transition, donc la modernisation, s'entend aussi de la transaction, c'est-à-dire que les ressources à mobiliser, les principes, les valeurs à rechercher, dont, à bien des égards, le sacrifice est nécessaire au mouvement qualitatif de l'état antérieur vers l'état nouveau. Transition, transaction, nous allons y revenir. Le deuxième mot, donc, c'est la justice. Chacun sait ici que c'est d'abord une vertu, une quête de l'individu en société, une quête de la société elle-même, une quête de l'humanité. Et sous cette lucane, il est difficile, évidemment, de la définir. On l'aperçoit par son contraire, l'injustice. L'injustice étant un manque. La justice, ce sont les moyens, en termes organiques, que la société expose à la réalisation de la fin, à la réalisation de cette vertu, donc de cet objectif qui est aussi celui du droit. Le droit n'a de sens que s'il conduit vers la justice, s'il conduit à la justice. Et donc nous allons comprendre dans ce débat sans doute, c'est l'idée des initiateurs, la justice comme une organisation, une institution, un système. Si nous nous accordons ainsi sur les termes du débat, il faut présenter quelques éléments de contexte. Le premier élément de contexte, en termes de référence, cela a un lien avec le temps. Nous avons évoqué tout à l'heure que la modernisation s'entend du mouvement d'un état antérieur à un état nouveau. À partir de quand l'état antérieur et à partir de quelle période l'état nouveau? Faut-il remonter vers la cession de notre pays à l'indépendance, à la souveraineté internationale, pour évoquer l'état antérieur? Ou faut-il, et c'est ce que nous proposons, considérer l'état antérieur à partir de la conférence des forces vives
de la nation. Et donc l'État nouveau aussi à partir de l'avènement de ce gouvernement en 2016. Le deuxième élément, peut-être faut-il rappeler que dans cette période où nous proposons de circonscrire l'analyse, dans laquelle nous proposons de circonscrire l'analyse, on va noter les États généraux de la justice comme un événement majeur déjà, cette période. Des 4 au 7 novembre 1996, et puis les États généraux de la justice, également les 29, 30 avril et 2 mai 2013. Le terme, le début de l'État nouveau étant bien entendu ce que je viens de rappeler, l'avènement du gouvernement actuel en 2016. Le deuxième élément de contexte, après le temps, ce sont les paradigmes. Les paradigmes, les traits principaux de caractère en termes de déterminants politiques. On va observer de l'ancien vers le nouveau un premier élément, une sorte de centralisation rigide à une centralisation assouplie. Centralisation rigide, une Cour suprême, des cours, des tribunaux, voyez, une Cour suprême. Nous étions avec 1990, donc avec les différentes chambres constitutionnelles, des comptes judiciaires, avec les cours et les tribunaux, donc une centralisation, une forte hiérarchisation. À partir de 1990, nous n'avons pas encore les juridictions communautaires, donc une forte centralisation dans l'ordre interne, et progressivement, une centralisation assouplie. Une centralisation assouplie, nous avons commencé par, en marge de la Cour suprême, ou à côté, ou au même niveau, avoir d'autres juridictions suprêmes, la Cour constitutionnelle, la Haute Cour de justice, interne, communautaire, et puis en marge, avec le processus engagé ou l'incitation au mode actuel, je ne les qualifierai pas de nouveaux modes alternatifs de règlement, les différentes juridictions arbitrales, médiation, qui n'ont pas de hiérarchie aussi forte que les juridictions classiques. Donc, premier trait de caractère, centralisation rigide à la centralisation assouplie. On va ajouter comme manifestation de cet assouplissement les juridictions spéciales aussi. On va ajouter les juridictions communautaires également. Le deuxième trait de caractère, c'est on part d'une sorte d'étatisation prononcée à une forme de désétatisation progressive. La justice étatique, dans le temps ancien, est un marqueur assez prononcé, mais progressivement, on va vers une sorte de désétatisation, avec encore le phénomène de l'arbitrage, le phénomène de la médiation et d'autres phénomènes judiciaires ou juridictionnels qu'il n'est pas important de préciser aussi. Et cette désétatisation va de pair aussi, quoique on va garder d'être formel là-dessus, avec la communautarisation du droit et de la justice. Va de pair donc aussi avec le souverainisme individuel, avec les modes conventionnels de règlement des litiges. Alors, troisième trait de caractère, alors ici, c'est au niveau des moyens. On peut considérer qu'on est parti d'une indigence caractérielle de la justice, telle que nous l'avons définie, à une fortune relative. Indigence caractérielle, on a vu avec beaucoup ici, en 2016, certes nous avons 3 cours d'appel, mais
quasiment pas d'animateurs, pas de magistrats, peu de magistrats pour animer les juridictions. Il était difficile de mettre en place les tribunaux de première instance qui ne l'avaient pas été. On ne l'a pas encore suffisamment réussi sur ce terrain, mais déjà les progrès ont été remarqués à partir de ce que nous considérons comme l'État nouveau. En cause, sous ce regard, la politique de financement et d'équipement de la justice, sur laquelle il faut davantage travailler. Alors quand on a présenté les thèmes du débat, que l'on a présenté quelques éléments de contexte en termes de référence, pour camper le décor, ne faut-il pas poser alors la question principale, la question qu'on peut considérer comme essentielle? À notre sens, c'est de savoir comment appréhender la nécessaire transition de l'état antérieur vers un nouvel état meilleur de la justice en tant qu'organisation, et avec quelle exigence en effectuer les transactions, avec quelles ressources, dans quelles conditions. Il faudra donc envisager, puisqu'on a parlé de regard, en termes de regard, poser d'abord les considérations relatives à la transition, donc la marche vers la modernité, et puis les considérations, second regard, en lien avec les transactions, c'est-à-dire les ressources à mobiliser pour atteindre cet état meilleur de la justice. Donc deux idées, et la première, l'idée de transition. La modernisation de la justice se manifeste doublement. Premièrement, par l'accès à la justice et deuxièmement, par la qualité de la justice. L'accès à la justice, c'est l'accès d'abord à raison de l'espace. C'est la justice qui va vers les justiciables. La justice en tant qu'organisation qui a vocation à satisfaire les prétentions des citoyens. Donc, quelle est sa présence près des citoyens? Ce qui correspond à la réponse, à la préoccupation relative au droit à son juge naturel. Mais deuxième élément, je reviendrai sur le premier tout à l'heure, c'est l'accès à raison du temps. La justice doit être une continuité. Comment nous répondons dans ce processus de transition vers une qualité meilleure, vers une justice meilleure, à la question de la continuité de la justice. Et le troisième aspect, le coût. Donc, premièrement, l'accès à raison de l'espace. Nous n'allons pas nous attarder là-dessus. Chacun sait que les avancées, quand on considère l'état antérieur, on regarde l'état nouveau, mais vers un état meilleur, les avancées sont notables. Bien évidemment, avec la mise en œuvre de la carte judiciaire et au-delà de la carte judiciaire, avec la création de certaines juridictions sur lesquelles nous allons revenir, les juridictions spéciales. Donc il y a le maillage territorial, mais ce maillage n'est pas encore suffisant pour répondre de la meilleure manière possible à la question de la justice en lien avec le justiciable, le droit fondamental de tout citoyen à son juge naturel. Le deuxième élément en ce qui concerne l'accès à la justice, c'est l'accès à raison du temps, qui va sans doute également occuper les débats. La continuité de la justice. Cette réponse, elle est faite
elle est formulée en ce qui concerne la suspension collective des activités judiciaires qui deviennent assez rares. Mais la réponse doit être atténuée en ce qui concerne la récurrence des suspensions individuelles du cours de la justice, c'est-à-dire le fait que pour une raison professionnelle ou autre, le justiciable manque le rendez-vous avec son juge, pris en tant que personne, sans que, évidemment, il ait les éléments de satisfaction à sa demande de justice. Évidemment, sur ces questions-là qui relèvent de la profession de juger, des solutions pourront être apportées dans les ateliers. Le troisième élément par rapport à l'accès à la justice, c'est le coût de la justice. Le principe dans notre système, c'est la gratuité. Mais la gratuité, bien entendu, les efforts sont fournis, mais elle devient de plus en plus une exception. Comment répondre à cette préoccupation? Nous considérons qu'il est nécessaire également dans les ateliers de s'y pencher. Cela nous permet d'évoquer la question de la qualité de la justice. Nous retenons la qualité institutionnelle, nous allons retenir aussi la qualité substantielle. La qualité institutionnelle, comment faire en sorte que dans son mouvement d'un état antérieur vers un état meilleur, nouveau, la justice gagne en crédibilité par le recrutement et la formation des acteurs. Je pense que cela, il faut le souligner, c'est le premier acte de l'état nouveau à partir de 2016. Le recrutement déjà des magistrats, des auditeurs de justice, programmés année par année, et puis, deuxièmement, l'ouverture des professions judiciaires, notamment le notariat, la profession d'huissier de justice, un peu retardée pour le moment, mais déjà cette ouverture ayant été déjà engagée à partir de 2016-2017. Et la formation de ces acteurs. Mais dans la qualité institutionnelle, il faut poser également la question de la qualité des infrastructures. De ce point de vue, si des efforts ont été faits, le professeur président Dorothée Sousa est là, à partir des années 2000, avec l'érection de nouvelles cours, avec la construction de nouveaux tribunaux, et cela devient à nouveau une préoccupation extrêmement importante. Je voudrais dire ici que, alors que, à titre personnel, je me rapproche de plus en plus des tribunaux, l'état physique des tribunaux laisse à désirer, et Monsieur le ministre de la Justice, Monsieur le garde des Sceaux, il faut vraiment y penser. Les bâtiments ne prêtent pas à y rester longtemps. Et de ce point de vue, l'exercice de tous les métiers n'est pas agréable, et surtout à l'égard de nos justiciables. Donc la qualité des infrastructures, avec une politique raisonnable, pourrait être améliorée. Et puis, je ne vais pas insister, la qualité des statuts, donc des professions judiciaires. Mais ce sur quoi je voudrais insister, c'est la qualité substantielle, vue sous deux angles. En tout cas, sur un angle essentiel, à mon sens, c'est la qualité de la production législative. Cela est remarquable. À partir donc, de 2016, il y a un grand chantier de renouvellement de nos instruments juridiques, les instruments auxquels la justice en tant qu'organisation a recours pour satisfaire le besoin de justice en tant que vertu. On ne va pas les citer, les différents codes de procédure, le code pénal, etc., le code numérique. Et chose nouvelle, situation nouvelle, les réformes deviennent une actualité
dans un État qui, pendant longtemps, est caractérisé comme, on va dire, comme un musée du droit français. Mais avec ces éléments significatifs du renouveau, du mouvement vers un État meilleur, il faut considérer qu'il y a une cohérence à rechercher entre cette production législative. Dans l'ordre communautaire, vous le savez, et nous sommes à un moment où l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires célèbre ses 30 ans, n'est-ce pas? Et que l'acte uniforme le plus utilisé, auquel on a le plus recours, l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, pourrait être adopté d'ici quelques jours. Et donc, cela participe également de la production législative et donc de la qualité institutionnelle de notre justice. Je voudrais, à ce sujet, faire une forte recommandation par rapport à l'observation que l'on fait. Nous avons beaucoup de tests nouveaux, mais nous avons très rarement un processus d'impréation des acteurs de la justice à l'économie de ces tests nouveaux, ce qui rejaillit sur l'application des règles nouvelles que le législateur met à la disposition de la justice. Il faut nécessairement qu'à l'avènement de chaque nouvel instrument, que les acteurs de la justice puissent bénéficier d'un programme harmonisé et concret, réaliste de formation continue. Et je pense que c'est le rôle du centre d'études, du centre de formation des professions judiciaires. Voilà en ce qui concerne le volet transition. Quels sont, mais à présent, les moyens qui peuvent être recherchés? Pour quelle valeur? Pour que cet avènement d'un État meilleur puisse être une réalité. Ce sont là les transactions. Deuxième, donc, second temps de mon intervention, les transactions. Les moyens ou les perspectives de renforcement de la modernisation me paraissent essentielles. J'en vois deux principaux. Il y en a tellement, mais j'en vois deux. Le premier, c'est la spécialisation. Et le second, c'est la digitalisation. La spécialisation. D'abord, nous allons de plus en plus sortir de nos conservatismes. C'est une donnée universelle, la spécialisation. D'ailleurs, chacun a vu que les législateurs se spécialisent. On a UEMOA, on a OHADA, ainsi de suite. Partout, c'est la spécialisation, qui va de pair avec la professionnalisation de toutes les actions publiques. On cherche les experts. Et pour accomplir, pour donner suite à ces actions publiques, il faut également, on va dire entre guillemets, les experts. On sait bien, par exemple, en matière d'arbitrage, que si vous êtes un acteur des produits pétroliers, les conventions d'arbitrage vous renverraient à une juridiction arbitrale professionnalisée des produits pétroliers. Si vous êtes un acteur de coton, les conventions d'arbitrage vont vous renvoyer à un mécanisme d'arbitrage de professionnels de ce corps. La justice étatique, où l'État aussi se mêle à la spécialisation. Donc, premier niveau d'analyse, c'est une tendance universelle qui a commencé avec le tribunal de commerce. Aujourd'hui, la mise en place de la Cour d'appel de commerce, avec la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Et ce que l'on oublie souvent, avec les dispositions nouvelles sur la main-d'œuvre, la tendance va vers un tribunal de travail, la spécialisation. Parce que le politique pose la question de savoir par quel mécanisme il faut, dans un monde de grande technicisation,
répondre avec précision aux besoins de justice des citoyens. Alors, les acquis dans ce domaine, c'est d'abord la spécialisation substantielle. Nous avons donc les actes uniformes pour le droit des affaires, nous avons le code CIMA pour le droit des assurances, nous avons des dispositions en matière économique, l'UEMOA, etc. Le droit du transport, le droit aérien, donc la spécialisation substantielle législative est prononcée. Qui alors appliquait ces règles? La spécialisation au plan judiciaire tout aussi prononcée. Donc je viens de citer le tribunal du commerce, etc. Ah, c'est le premier volet. Et d'ailleurs, ça répond à certaines questions. La question de la formation des acteurs de justice. À juge spécialisé, formation tout aussi spécialisée. Bien évidemment, que deviendront les juridictions ordinaires? Bien évidemment. C'est la même question qui se pose aujourd'hui d'un point de vue substantiel. Que devient le Code civil? Avec la consommation qui se détache, avec les assurances qui se détachent, avec le droit commercial qui se détache, avec le droit de transport, avec le Code des personnes de la famille qui se détache. Que devient le Code civil? Il arrive, nous ne devons pas le craindre, et la question de la digitalisation va nous exposer davantage à cela. Il arrive que le monde antérieur, que l'état antérieur est en train d'être dépassé et que ce qui est exception dans l'état antérieur devient règle et ce qui est règle dans l'état antérieur devient exception. Deuxième idée dans cette transaction, dans cette recherche d'outils, de moyens pour rendre le monde nouveau en ce qui concerne la justice meilleure, la digitalisation. Je voudrais recommander sur ce sujet à chacun l'excellent article d'un de nos compatriotes, Emmanuel Adjovi, sur, je cite, la justice numérique et la construction de l'État en Afrique, le cas du Bénin, du Togo et de la Côte d'Ivoire. C'est dans les mélanges offerts au professeur Sousa. Alors, je voudrais, premièrement, nous rassurer sur ce qu'on va considérer comme étant la digitalisation. Parce que la justice ne peut pas échapper à la révolution numérique à laquelle s'ajoute la transition vers la digitalisation. Il y a une révolution numérique certaine à laquelle la justice ne peut échapper. Donc, quant au concept, il s'agit du recours aux produits de l'industrie numérique, c'est-à-dire la technologie numérique, les téléphones intelligents, les médias sociaux, le lien entre l'électronique et l'informatique qui nous bascule de la démarche analogique vers une approche numérique du traitement des données. Évidemment, la justice est au cœur. D'ailleurs, ailleurs, c'est le premier secteur ou l'un des secteurs les plus importants dont le basculement vers le numérique a été le plus remarquable. Donc, appliquer à la justice le nombre, donc le numérique, le chiffre, et en anglais, le chiffre, c'est le digital, digitalisation, renvoie donc à l'utilisation des technologies de l'information et de la communication dans l'organisation et l'accès à la justice. Et nous allons convenir que sous cette définition, nous avons différents phénomènes qui sont semblables, qui sont quasiment identiques. L'e-justice, la justice numérique, la justice digitale, la justice en ligne, la justice dématérialisée, la justice prédictive. Alors là,
la justice prédictive, l'intelligence artificielle dans la justice. Donc, et appliquer donc à la justice, l'innovation technologique vise la rationalisation de l'action publique dans le secteur judiciaire, un moyen pour garantir l'accès et la qualité de la justice, l'accès à la justice, l'accès universel à la justice et la qualité de la justice. Cela remet en cause certains paradigmes judiciaires sur lesquels nous n'avons pas le temps de revenir ici. Mais la digitalisation appliquée à la justice est au cœur du processus de modernisation de la justice. L'actualité donc de cette digitalisation réside premièrement dans la dématérialisation des lois et des décisions. Ça aussi, on peut constater une avancée notable sur ce sujet-là. On tend vers une généralisation de la numérisation de la diffusion des lois. Il n'y a qu'à consulter certains sites, dont le site du gouvernement et d'autres. Et cela ne concerne pas seulement la loi, il y a des progrès de ce point de vue dans la diffusion des décisions de justice. Vous allez citer tous le tribunal de commerce, mais vous allez citer moins la Cour constitutionnelle. Je vous demande de citer la Cour constitutionnelle. Et vous allez citer aussi la Cour suprême dans la diffusion numérique des décisions de justice. Et puis il y a des avancées dans la digitalisation du casier judiciaire. Alors, donc, là où nous connaissons des avancées notables, c'est l'aspect diffusion de la production de la justice. Diffusion des lois numérisées, diffusion des décisions numérisées. Mais il y a une autre dématérialisation, digitalisation, c'est la dématérialisation des procédures judiciaires, c'est-à-dire de la production judiciaire. Nous avons du retard de ce point de vue. Premièrement, il y a une hésitation. Quoique nous ayons la loi de modernisation de la justice qui a introduit, avec quelques balbutiements, mais qui a introduit la numérisation procédurale dans notre droit positif. Le Code de procédure civile aussi, et quand vous observez les nouvelles lois qui reçoivent application devant la Cour suprême, cet élément de digitalisation de la procédure apparaît également. Et puis, de manière accentuée en ce qui concerne les procédures commerciales. Et ce n'est pas aux juges qui sont ici, aux distingués magistrats, que nous allons rappeler les efforts qui sont fournis au niveau du tribunal de... Mais si, au titre de l'actualité, la digitalisation de la justice a commencé, avec des efforts encore à consentir, il faut évoquer les virtualités. Les virtualités, c'est le renforcement donc de la dématérialisation de la production judiciaire, avec la dématérialisation de la chaîne administrative de la justice. La chaîne administrative de la justice. La justice est d'abord une administration. Les citoyens saisissent la justice en quête de faveur, en quête d'information, en quête de satisfaction à un besoin administratif, en quête d'interrogation. De ce point de vue, nous avons des efforts encore à fournir. Mais il y a également la dématérialisation de la chaîne juridictionnelle. Une procédure peut être commencée, conduite et finalisée selon une chaîne dématérialisée. Nous n'en sommes pas encore là. Mais ça doit interpeller notre conscience et la conscience surtout de nous qui sommes des politiques. Alors, deuxième élément dans les virtualités, il y a la justice prédictive. L'évocation de l'intelligence artificielle dans le secteur judiciaire. Je pense que moi-même, je crains l'avènement de cette justice prédictive, de cette justice automatisée, de cette justice qui sent les besoins, de cette justice qui connaît les lois et de cette justice qui rend
dans une forme d'anticipation les solutions que nous allons appeler des décisions, notifiées de manière numérique. C'est la justice ordinateur, c'est la justice appareil vraiment, qui n'est pas appareil humain. Alors de sérieuses difficultés, de sérieux questionnements. Demain, le statut du magistrat, demain, les avocats, demain, les huissiers, demain, les notaires. Évidemment. Mais, à bien des égards, le conservatisme est quelque part chaleureux, en considérant que cela ne nous arrivera pas demain. Nous allons rester dans le confort un peu de l'ancien, mais avec les éléments nouveaux que nous venons d'évoquer. Alors que dire en conclusion? En conclusion, peut-être évoquer une double exigence dans la modernisation de notre justice. La première exigence, c'est la définition d'une politique de modernisation. Avec un regard sur l'avenir, que voulons-nous demain, avec quels moyens? Que voulons-nous demain? C'est-à-dire, très simplement, si le choix politique est vers la justice prédictive, il faut le déterminer ici. Donc, je veux dire maintenant, et rechercher les moyens. Si le choix, c'est seulement la dématérialisation de la diffusion de l'information judiciaire, il faut le dire clairement. Si le choix, c'est aussi la dématérialisation de la production de la justice, il faut le dire et se donner les moyens avec des échéances, d'où la seconde exigence, la définition d'un programme de modernisation, la programmation. Il est peut-être important de suggérer une loi de programmation judiciaire, à appliquer période par période, étape par étape, garde des sceaux par garde des sceaux. C'est à ce prix, nous pensons et nous l'espérons, que nous aurons une modernisation voulue et non imposée, une modernisation harmonieuse et non déréglée, une modernisation cohérente, une modernisation avec des références. Je vous remercie de votre attention. Mi wasenu wedo chiche protoche